L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau dans Radio M Farid Farah. Farid, bonjour. Bonjour. Nous allons pouvoir reparler de Haïti. On n'a pas eu beaucoup l'occasion d'en parler ces derniers mois. Oui. À cause de notre actualité révolutionnaire. Il se passe quelque chose d'assez préoccupant dans le monde. Il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On va dire plutôt entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est quand même Donald Trump qui a pris l'initiative de cette guerre, avec un volet Huawei, un volet technologique qui est quasiment au cœur de cette bataille. Pourquoi Huawei fait-il autant peur à l'administration américaine? Parce que c'est une entreprise qui englobe à peu près 35 filiales qui travaillent toutes dans le domaine technologique, le volet télécom, le volet intelligence artificielle, l'industrie électronique, l'industrie des télécoms, l'automatisation et tout ça. Je pense que ça fait comment cette entreprise qui a rejoint les 100 premières, le classement des 100 premières entreprises dans le monde. C'est la seule entreprise chinoise qui a intégré le classement des 100 entreprises dans le monde. Je pense que cette entreprise fait peur aux Américains. Pour quelles raisons? Bon, on a compris qu'il y avait quand même un enjeu plus spécifique, c'est le déploiement de la 5G, qui pourrait être... Oui, je pense que c'est l'impulsion. Que de toute façon, Huawei était sous l'œil des Américains depuis des années. Mais là où ça devient un petit peu compliqué pour les Américains, c'est le lancement des réseaux 5G. Les réseaux 5G sont des réseaux mobiles qui ne seront pas destinés à assurer les services classiques des réseaux télécoms, à savoir l'activité téléphonique, l'échange des données classiques, des données grand public entre différents terminaux. La 5G, elle va, pour la première fois, transporter les données issues et exclusives au projet économique. On peut piloter un chantier à partir d'une façon distante. Par exemple, si je dois lancer un chantier en Algérie, l'équipe technique peut le suivre en utilisant la 5G. Une équipe technique étrangère peut le suivre aux États-Unis. Et avec toutes les commodités. Alors, on sort du modèle classique des réseaux. C'est-à-dire, on va plus faire de la téléphonie. Ce n'est plus de la téléphonie. On va plus faire de la téléphonie. On va faire du management distant, du management du travail chantier. On va virtualiser certaines activités. Alors les données qui vont être générées, parce que c'est quoi virtualiser? C'est créer de la donnée. Il y a un opérateur qui la transporte grâce à des équipements qui seront fournis par des entreprises comme Huawei. Alors si Huawei, comme il le dit le président américain, ont des moyens non catholiques pour extraire de la donnée, ils vont avoir accès à de la donnée économique. Ils vont avoir accès à des secrets d'entreprise. Donc, si l'aspect sécurité n'est pas garanti, la Chine, c'est-à-dire le gouvernement chinois, peut utiliser le savoir-faire d'une entreprise comme Huawei pour faire ce qu'on appelle de l'intelligence économique. Ça dérange les Américains. Alors, habituellement, les Américains ou les Occidentaux, dans le cadre de l'OMC, quand il y a une concurrence de ce type-là, où le risque d'un avantage concurrentiel trop important en avantage ses propres entreprises. Oui. Quelles sont les entreprises? Pourquoi les Américains n'ont plus une entreprise aujourd'hui qui pourrait, plutôt que de casser du Huawei, être promue pour être le champion de la 5G? Oui, pour la fabrication des équipements réseau, tout le monde connaît Cisco, mais la stratégie des 20 dernières années de Cisco s'est éloignée de l'activité des opérateurs qui a pris de l'ampleur et qui contribue d'une façon vraiment importante dans la croissance économique aujourd'hui de l'activité de l'opérateur et du fournisseur des opérateurs. Cisco, à cause d'une concurrence sauvage de la part de Huawei,
a perdu certains segments de marché, tout comme les autres équipementiers qui sont pas nombreux. Il y a Nokia, il y a Ericsson, Alcatel qu'on n'entend plus parler, mais les deux leaders de la 5G aujourd'hui, c'est Nokia dans la partie cœur et Ericsson aussi dans les deux parties, la partie radio et la partie cœur, et bien entendu Huawei. Alors, je pense que la stratégie des Américains veulent mettre sous leur autorité ces entreprises pour des considérations strictement sécuritaires. Alors, est-ce que c'est vraiment des considérations strictement sécuritaires ou est-ce que c'est aussi parce qu'il y a un marché colossal qui risque d'échapper et d'échapper aux entreprises américaines et de renforcer une mainmise chinoise sur le marché? Bon, à mon avis, c'est-à-dire, c'est un avis personnel, l'administration américaine, si elle exécute et elle laisse faire le démantèlement de Huawei, ça veut dire que cette entreprise chinoise devient vraiment dangereuse pour l'administration américaine. Si on lui coupe son système si on coupe le système d'exploitation de Google, ça, de toute façon, tous les services Google ne sont pas disponibles en Chine. On va arriver c'est que les Américains, ils veulent réduire l'influence de cette entreprise dans le marché international et notamment le marché européen qui est le deuxième marché pour Huawei après le marché local. C'est le deuxième. Ça fait déjà des mois que les produits Huawei ne sont plus commercialisés aux États-Unis. Les smartphones de Huawei ne sont plus vendus aux États-Unis. Et l'administration américaine veut faire en sorte que ces mêmes produits ne soient plus commercialisés en Europe. Et en Europe, en ce moment, il y a une divergence. Il y a deux blocs. Il y a les blocs qui veulent garder Huawei comme ami. Il y a d'autres qui ont décidé de s'aligner sur la position américaine. Alors, il y a quand même un problème, pour nous novices, qui cherchons à comprendre. Quand on sait que il y a une génération de data, on produit beaucoup de data dans le monde et aujourd'hui cette data-là est plutôt localisée chez les serveurs des GAFA, des Américains. Pour ce qui est data, je vous donne une information. En 2018, il y a eu 33 zeta-octets. Donc zeta, je vais expliquer. Zeta-octets de données échangées dans le monde. C'est un facteur de Tera. C'est un facteur, non, c'est plus. Si vous voulez, c'est 33 000 milliards de gigaoctets. D'accord. Qui ont circulé dans le monde. Et une partie de cette data. C'est l'équivalent de 33 millions de cerveaux humains. Voilà. On sait que le gouvernement américain peut accéder à une partie de cette data à la limite d'autorité sur certains segments de requêtes aux États-Unis. Et ça a soulevé un bras de fer souvent avec les opérateurs. Jusqu'à maintenant, c'était les gars. Depuis cette affaire, on a l'impression que ceux qui détiennent les réseaux, oui, pas les plateformes de services, mais ceux qui détiennent les réseaux, ceux qui sont dans le hardware et dans les solutions, peuvent aussi extraire de la data. C'est nouveau, ça. Bah oui, en installant Est-ce que c'est un vice chinois? Est-ce que c'est les Chinois seulement qui sont... Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas soupçonné Ericsson ou Nokia ou les autres producteurs de solutions, de cœur de système, de tout ce qui est équipement, oui, de faire cela. Aujourd'hui, on le fait pour les Chinois. Oui, Est-ce que c'est parce qu'ils ont prêté le flanc? Est-ce que parce qu'ils le font? Ils se sont pris de l'étiquette, donc ils sont connus. C'est-à-dire que par exemple, ils sont en train de commercialiser dans le reste du monde ce que eux interdisent dans leur pays. Ils interdisent Google, alors que dans leur smartphone, ils commercialisent les services Google hors Chine. Pourquoi, à votre avis, le gouvernement chinois interdit les activités de Google et de Facebook en Chine? Pour des raisons strictement politiques. C'est parce que c'est une... Oui, pour des raisons politiques. C'est une autocratie qui ne veut pas que le peuple chinois se fréquente les contenus de certains types de contenus de recherche, etc. Voilà. Oui. Ça, c'est les régimes totalitaires. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est pas pour des raisons commerciales. Hein. Non, pas pour des raisons commerciales, non. Pour des raisons de confidentialité et d'information, peut-être aussi.
s'il y a le moyen d'accéder sans autorisation de justice à des données de personnes, ça veut dire que technologiquement, il y a le moyen, il existe. Toute partie de la chaîne de production de la donnée a accès, et peut avoir accès à des données. Mais le problème, c'est avoir accès à ces données avec l'aval des autorités judiciaires dans le cadre d'une enquête. On a toujours accès à des données. Alors, donc la technologie n'empêche pas l'accès à la donnée. Donc l'enjeu, il est là. La technologie ne peut pas empêcher une entité d'accéder à des données d'un serveur ou d'un smartphone ou... On va dire un mot sur les moyens qu'utilise Donald Trump pour faire pression sur les Chinois et dans le cas de Huawei, sur Huawei. Est-ce que un acteur comme Google, lorsqu'il décide un moratoire de 3 mois, où il suspendrait, au terme desquels il suspendrait Android pour Huawei, l'utilisation de ce système d'exploitation, est-ce que c'est sous la pression de l'administration américaine et est-ce que c'est ça le mode que va utiliser Trump avec d'autres producteurs de solutions et de brevets pour Huawei? Est-ce que c'est efficace comme moyen? Ou est-ce qu'il ne va pas finalement porter préjudice aussi aux entreprises américaines qui ont besoin des supports chinois? Pas uniquement les entreprises américaines. Toutes les entreprises concernées par la chaîne d'activité de Huawei seront pénalisées. Et je pense même, parce que Huawei, c'est pas n'importe quelle entreprise. Huawei, dans la fabrication des smartphones, c'est le deuxième au monde. Plus de 800 millions, je crois, de terminaux commercialisés par année. C'est pas n'importe quelle entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui a des contrats avec Qualcomm, avec Intel, avec ARM. Ce qu'il y a de commun avec ces entreprises, c'est qu'elles sont toutes américaines. Donc, si elles sont toutes américaines, elles doivent se soumettre au décret qui a été signé par Trump. Si Trump avait signé le décret pour exercer des pressions sur l'économie chinoise dans sa globalité, c'est que il a fait quelque chose qui n'est pas bonne dans la mesure où elle va nuire à l'économie mondiale. C'est-à-dire il y aura moins de croissance dans le secteur des télécoms avec un Huawei inactif, même l'économie inactif ou confiné plutôt, ou bien confiné, ça va réduire la croissance dans le secteur des télécoms dans l'économie du monde. Ça c'est clair. D'accord. Pourquoi à votre avis? Pourquoi? Parce que Huawei, c'est une puissance. Si on fait stopper une puissance en rendant inactifs ces terminaux qui sont commercialisés dans le monde. Enfin, ceux qui sont commercialisés, à mon avis, resteront sur Android. Hein. On suppose mais c'est les prochains qui pourront plus l'utiliser. Non, c'est les applications natives qui seront plus en actif. C'est-à-dire, quand vous achetez un terminal, vous n'aurez plus Android natif, c'est-à-dire qui est fabriqué au même moment que le terminal. Oui. Et les terminaux qui sont déjà opérationnels seront mis sur la version open source de Google, donc d'Android, c'est-à-dire que il n'y aura pas toutes les fonctionnalités. Oui, ce sera un très gros désavantage. Le plus grave, c'est pas le système d'exploitation, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. On veut priver Huawei de ses processeurs et de son squelette électronique. C'est-à-dire, si ARM elle a arrêté tout contrat avec Huawei, si Intel, Qualcomm et d'autres fournisseurs de puces électroniques stoppent et ne vendront plus. Vous savez, je vous donne un chiffre. Huawei, pour fabriquer tous ces équipements, tous ces terminaux mobiles, achète l'équivalent de 67 milliards de dollars de puces électroniques de tous les fournisseurs de puces dans le monde. Et parmi ces 67 milliards de dollars, il y a 11 milliards de dollars uniquement des entreprises américaines. Donc vous voyez le gabarit de son industrie télécom, il fait appel carrément c'est-à-dire le fait de priver Huawei de son squelette électronique, des squelettes électroniques de ses équipements, va causer des pertes énormes aux entreprises américaines et les entreprises asiatiques. Oui. Alors, quand même, une question, est-ce que ce type, parce que Trump,
malheureusement risque d'être réélu. La guerre commerciale risque de se poursuivre. Il y a une difficulté à réguler. La lutte contre Huawei engagée par Trump peut aller encore plus loin. Est-ce que ça va pas pousser les Chinois à intégrer beaucoup plus des solutions? Est-ce qu'on va pas déboucher sur un système d'exploitation chinois pour faire... C'est déjà... Bon, l'idée, elle était déjà prête avant que Huawei opte pour Android. Oui. Mais l'expérience a échoué chez Samsung, elle a échoué chez Nokia. Samsung, le Tizen OS. Elle a échoué d'abord en Amérique du Nord chez BlackBerry. Tous les systèmes d'exploitation propriétaires à l'entreprise, tous les modèles ont échoué. Parce que si jamais Huawei décide de lancer son système d'exploitation, bon, c'est simple. Une simple mise à jour ou un flashage règle le problème. Mais le problème, il faudra qu'il rebaptise sa propre boutique d'applications. C'est comme si je vais concurrencer Google avec 20 ans ou 30 ans d'avance. Il pourra jamais les rattraper. Et si jamais Huawei crée la surprise et prend son indépendance de Google sans perte importante, je suis sûr que tous les autres fabricants vont suivre. C'est Samsung qui va quitter parce que moi je fabrique les terminaux et je donne de l'argent aux propriétaires du système d'exploitation. Les royalties. C'est un peu anti-économique. Oui. Moi, je fais tout l'effort et lui, il prend de l'argent avec moi. Oui. Voilà. Oui. Alors, si Huawei réussit ce défi, à relever ce défi, je suis sûr que tous les autres fabricants vont le faire. Oui. Huawei, Apple le fait déjà. Apple, il a son propre, il a son OS propriétaire. Oui. Windows, ça n'a pas marché. Microsoft, il n'a pas réussi avec le WinPhone. En allant vers les devices, il n'a pas réussi. Et finalement, Fallait faire une question quand même. Pourquoi les Américains se sont mis en situation de retard par rapport à la 5G? Il y a une étude qui m'a été rapportée par ma fille, qui lit la presse électronique américaine, qui m'a dit que au moment de la crise, il y a eu une réduction des dépenses publiques dans la recherche. En 2008, 2010, 2011, 2012, ils l'ont payé dans le secteur de la 5G. Je rappelle à nos amis auditeurs que tu es universitaire, que tu travailles sur ces questions-là. Est-ce qu'on peut imaginer que la recherche fondamentale, des coupes dans les budgets ont pu provoquer un retard? Les Européens disent la même chose. Ben oui, je vais vous répondre par un exemple très simple. Quelle est la relation qui lie les géants des technologies de l'Internet dans le monde aux universités? C'est les brevets, c'est les découvertes. Tout se cherche à l'intérieur des universités, au département recherche et développement des entreprises aussi. Google, si je prends Google comme exemple, Google veut aujourd'hui, Apple et Google, ils veulent construire leur propre université aujourd'hui. Ils ne veulent plus travailler avec les autres universités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notamment dans le secteur des télécoms et de l'intelligence artificielle, avant, dans les anciens modèles de recherche, si on découvre quelque chose, la procédure, elle est académique, c'est-à-dire l'université, le chercheur, on crée le brevet et tout ça. Maintenant, on veut, on veut capitaliser l'activité de la recherche. C'est-à-dire, on veut donner plus d'argent aux chercheurs à condition qu'ils travaillent strictement avec les entreprises. D'accord. L'exemple de Facebook. Facebook, quel est son problème aujourd'hui? Il n'arrive pas à lutter contre le fléau des fake news, contre les faux comptes, oui. Contre toute activité illégale et dangereuse dans le monde réel. Pourquoi il n'arrive pas à lutter? Parce qu'il n'arrive pas à trouver des algorithmes, parce qu'on lutte avec la découverte des algorithmes. On ne peut pas lutter contre une activité d'un algorithme avec une méthode humaine. C'est-à-dire, à chaque algorithme, s'il y a un manque dans un algorithme, on doit le compléter par un autre algorithme. Et aujourd'hui, pour trouver un algorithme, il faut de l'argent. Aujourd'hui, l'activité... Et ça, c'est une activité qui est développée en amont dans les universités. C'est une activité du chercheur. Aujourd'hui. Ouais. Trouver un algorithme, c'est une activité de chercheur. Maintenant, si on réduit les finances des entreprises, on va réduire l'influence de la recherche et il va y avoir, parce que dans un monde hautement technologique, si la recherche s'arrête de fonctionner,
il va y avoir des problèmes. On va dans la dire un mot société. quand même pour finir cet entretien sur la puissance de Huawei en Algérie. Il y a eu une affaire, Algérie Télécom, l'achat donc d'une solution FTTH Huawei qui a, Oui. nous à Huffington Post, on avait publié une enquête sur le fait que c'était quelque chose d'excessivement cher et une offre à 20 mégas qui était distribuée dans des quartiers où on ne pouvait pas acheter autant de bandes passantes. Il y avait des logements sociaux qui avaient été desservis avec du FTTH, de la fibre jusqu'à la maison. Et on sait que depuis le déploiement, il y a eu du retard, etc. Est-ce que Huawei est important en Algérie? Bah oui, son activité est très importante dans les terminaux et dans l'infrastructure de télécom, c'est-à-dire la fourniture des équipements utilisés dans le déploiement de tous les réseaux d'accès aux services d'Internet. Historiquement, c'était quand même Ericsson, un peu moins Alcatel, qui étaient les principaux équipementiers Oui, mais aujourd'hui, d'Algérie Télécom. Oui, aujourd'hui, Huawei, il a deux filiales qui travaillent beaucoup. Donc la filiale des terminaux et la filiale des équipements. Et même, il y a une filiale technologique qui veut aussi accéder à des marchés de stockage de données dans le cloud et tout ça. Et justement, si les sanctions, si on veut stopper les activités, si on veut que si les activités de Huawei seront stoppées dans le monde, l'Algérie ne serait pas à l'abri. Pourquoi? Parce que l'infrastructure équipement de Huawei. Non, des opérateurs publics. Mais elle n'utilise pas Android, cette activité. Non, je parle pas d'Android. Oui, je parle. Pour les bloqueurs de système 4G, demain peut-être 5G, les sanctions américaines n'auront pas d'incidence. Je parle de l'industrie microélectronique, la fabrication des. Ah oui. Il faut toujours avoir besoin des composants. Des pour composants. fabriquer un switcher ou pour fabriquer un routeur et tout ça. D'accord. Si Huawei ou des modems, si Huawei, d'ailleurs, certaines sources aux États-Unis justifient le sursis de 3 mois à Huawei. Le ministère du Commerce américain a donné 3 mois à Huawei jusqu'au 19 août pour trouver une solution. Sinon, à partir du 19 août, des sanctions seront effectives. Alors, certaines sources aux États-Unis disent que le ministère du Commerce américain a pris cette décision pour donner le temps à des petits opérateurs locaux basés aux États-Unis qui ont acheté des équipements Huawei pour ne pas mourir, pour changer leurs équipements et ne pas cesser leur activité. Oui. Alors je pense que les clients de Huawei en Algérie, je pense qu'ils... Nous sommes tous un peu clients de Huawei parce que le backbone de Algérie Télécom auquel émargent les opérateurs mobiles, il est aujourd'hui brandé Huawei. Oui, donc si jamais Huawei ne règle pas ses problèmes à l'international, les opérateurs algériens risquent d'avoir des problèmes dans l'entretien, la maintenance de ces équipements. Khalid Farah, merci beaucoup, c'était passionnant de vous entretenir encore aujourd'hui, merci. De rien, merci. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance, la protection du capital humain choisi par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.